Salut, je m'appelle Léo Pachkovski et je suis au Vietnam. Aujourd'hui, nous allons faire une promenade avec les habitants de Ho Chi Minh Ville, à travers ses bidonvilles, ses ruelles et ses coins cachés. Bref, à travers tous ces endroits où règne une vie authentique que les touristes ne voient jamais. C'est un cauchemar, un vrai cauchemar. Le Vietnam est aussi l'un des derniers pays communistes dans le monde entier, ce qui le rend particulièrement intéressant. Car malgré son régime communiste, il parvient à le combiner d'une certaine manière avec le développement économique très rapide et un grand nombre de traditions qui sont très inhabituelles. Ces gens sont magnifiques. En plus, le passe-temps préféré des Vietnamiens, c'est de manger. C'est pourquoi nous allons manger, parler et découvrir comment vit le Vietnam. Donc, installez-vous confortablement. Ce sera amusant, coloré et exclusif. Comme d'habitude, c'est Léo Pachkovski, le monde fou de Ho Chi Minh Ville au Vietnam. Allons-y. Hey Léo, que dirais-tu de passer le temps à Saigon? Afin d'explorer le cœur même de Ho Chi Minh Ville, ses quartiers résidentiels les plus pittoresques, je me suis adressé à Vine. Vine vit toute sa vie à Ho Chi Minh Ville. Il est né ici et il connaît très bien tous ces quartiers locaux. Ils sont l'âme du Vietnamien. C'est pourquoi nous allons nous promener, rencontrer les habitants, parler avec eux, pour découvrir comment ils vivent. Regarde autour, c'est comme ça que les gens vivent en général. Bonjour. Hello. Hello. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle demande où tu vas. Saigon est divisé en arrondissements. On les appelle l'arrondissement 1, l'arrondissement 2 et ainsi de suite. Certains d'entre eux sont riches, comme par exemple l'arrondissement 1, et d'autres sont plus pauvres. Plus l'arrondissement est éloigné du centre, plus il est simple, naturellement. Bon, nous allons commencer de l'arrondissement 4. Non seulement il est très pauvre et très traditionnel, mais il est aussi célèbre du fait qu'il y a une vingtaine d'années, il était littéralement sous le contrôle de la mafia. C'était un arrondissement très défavorisé. Il sera donc intéressant de découvrir comment la vie dans des endroits pareils a évolué au fil du temps. Combien sont-ils dans cet appartement? Une famille de 3 à 5 personnes vit dans un appartement comme celui-ci. Voilà un appartement. Il n'y a que 10 mètres carrés au maximum. Qu'est-ce qu'ils ont ici? Seulement une commode, un frigo. Encore une commode, une autre commode, une armoire, et c'est tout. Comme j'ai compris, le reste de leur vie se passe sur le sol. Ils font tout ici, sur le sol. Ils dorment aussi sur le sol, côte à côte. C'est ainsi qu'on prend le petit déjeuner, assis près de la porte. Sur leur terrasse, pour ainsi dire. Et la cuisine ici est commune. Donc, cet appartement ressemble à un dortoir, à un logement social avec des pièces séparées et des espaces communs. Un grand couloir commun, une cuisine. Il y a des ustensiles, une cuisinière et des couteaux. Est-ce du thé? Du café. Café. Nous sommes 4 ici. 4 personnes? Mon Dieu, cet appartement est encore plus petit. Oui, 5 ou 6 mètres carrés, je crois. Bonjour. Bonjour. Who is this Qui est ce jeune homme en uniforme? in the uniform? Est-ce qu'un membre de cette famille était à la guerre? Il combattait, et il est mort quand il avait 17 ans. C'était son grand frère. Bien sûr, ce n'est pas le cas unique. De nombreux frères et d'autres membres de famille sont aussi morts. À l'époque, tous les hommes étaient obligés de combattre. Les hommes partaient à la guerre. Certains y passaient toute leur vie. Ils ne savaient même pas s'ils reviendraient. Aujourd'hui encore, certains ne savent ni lire ni écrire. Ils ne peuvent même pas travailler à l'usine. C'est pourquoi ils doivent effectuer un travail manuel pénible toute leur vie. Est-ce que ce sont des canettes de bière? Ça sent très très fort la bière. Vraiment fort. Est-ce que quelqu'un ici les collecte et les remet quelque part? Oui, il les remet au centre de recyclage. Peut-on lui demander quelque chose sur son travail et combien il gagne? Et est-ce qu'il fait ça depuis longtemps?
Je fais ça depuis 20 ans. D'habitude, je gagne 2 ou 3 dollars par jour. Parfois 4 ou 5 dollars, si j'ai vraiment de la chance. Voilà combien de canettes cet homme a collecté. Банок. C'est une montagne entière de ces énormes sacs. Veux-tu prendre le petit déjeuner? Pourquoi pas? Dégustons le petit déjeuner traditionnel de Saigon. Bon, on y va? Попробуем. Non merci. Лапша. De la nouille dans un bouillon léger de légumes. Avec de la pomme de terre, il m'a apporté et ajouté un morceau de viande. Положил. But this man. Cet homme travaille déjà depuis le matin, n'est-ce pas? Oui. Oh mon Dieu. C'est-à-dire qu'il travaille d'abord et puis il prend le petit déjeuner? Oui, c'est ça. Veux-tu du thé glacé? La meilleure boisson dans la chaleur. Ah bon? Ce n'est pas de la bière, mais du thé. Ce thé vert, ils le boivent tout le temps, partout. Lorsqu'on se promène dans la rue, on voit partout les gens, assis sur de petits tabourets, boire du thé et manger des graines de tournesol. Но круто, что C'est super qu'ils aient tout le nécessaire dans un si petit logement. Voilà une machine à laver, une télé dans l'espace commun. Je vois même un routeur Wi-Fi. C'est génial qu'ils aient pu tout organiser confortablement bien qu'avec de modestie. Et ce qui est le plus important, tout est propre, agréable et rangé. L'ordre règne partout. Elle demande si tu peux attendre un peu. Elle voudrait t'offrir du tofu. Mon Dieu! D'abord, on doit faire bouillir de l'eau et ajouter de la gélatine. Ensuite, on a besoin de feuilles de pandanus, de tofu et de lait. Qu'est-ce que c'était avant du tofu? Tu ne sais pas ce que c'est le pandanus? Le pandanus est une plante qui ressemble à l'ananas. Ses feuilles donnent au plat une couleur vive. Ce bol coûte 10 000 dong. C'est 40 cents environ. C'est long à préparer. Dạ. Voilà à quoi cela ressemble. Si vous voulez savoir comment les gens des autres pays vivent et voir plus de mes voyages, abonnez-vous à cette chaîne. Plus il y a d'abonnés, plus il y a de lieux incroyables que je pourrai vous montrer. Il est impossible d'imaginer le Vietnam sans sa cuisine. J'ai fait une vidéo séparée, consacrée au street food du Vietnam du Nord, dans la ville de Hanoï. Vous devez obligatoirement la regarder. Mais maintenant, je suis à Saigon. Ici, la culture, la langue et la cuisine sont tout à fait différentes. Et nous ne pouvons pas passer à côté. Nous devons goûter ce qu'on mange ici. Et en même temps, en bavardant, nous allons découvrir la vie et la culture locale. Nos échanges quotidiens tournent autour de la nourriture. Ce qu'on a mangé ce jour, ce qu'on va manger plus tard, si c'était bon, si de nouveaux cafés ont ouvert leurs portes quelque part. Le Vietnamien connaît toujours où trouver les meilleurs plats. Pour me plonger dans la cuisine locale, j'ai invité Annie, qui m'accompagne en promenade. Ce plat est à déguster lors d'un premier rendez-vous avec une Vietnamienne. Tu dois le goûter pour comprendre ce que je veux dire. Annie a un grand avantage. Pendant un temps, elle était l'une des présentatrices de l'émission consacrée à la cuisine vietnamienne. On ne pouvait donc pas rêver meilleur guide sur ce sujet. Alors, bon appétit à tous! Mon oncle vivait autrefois dans le 4e arrondissement et nous sommes originaires du Nord. Je venais chez lui chaque été et goûtais toujours des plats locaux. Lorsque j'ai grandi, j'ai décidé de déménager dans cet arrondissement. Ce marché est ouvert de 4 heures du matin jusqu'à minuit. Les locaux ne vont au supermarché que pendant le Nouvel An chinois. Lorsqu'on a une fête, on va au supermarché. En temps normal, tout le monde vient faire ses courses ici 2 fois par jour, matin et après-midi. C'est du bœuf séché avec de la salade de papaye. Mais le bœuf est assez cher et tout le monde ne peut pas se le permettre. Lorsque j'étais enfant, on prenait le cochon, ajoutait du gingembre, de l'ail et du céleri. Ça avait le goût du bœuf. C'était comme ça pendant mon enfance. Wow. Et ce n'est pas salé, mais sucré. Oui, c'est ça. Le goût est d'abord sucré, et ensuite piquant. C'est très savoureux. C'est un plat incroyablement délicieux.
Une parfaite collation pour une boisson forte, je crois. De la viande séchée dans une sauce sucrée. Et piquante, délicieuse. Merci. Bonjour. Des laminaires? Une boisson des laminaires. Le jus des laminaires. Ça ressemble au thé noir sucré. Cela se boit facilement. Comme si c'était préparé d'une racine médicinale. J'aime ça, j'aime ça. Il y avait beaucoup de cambriolages dans ce quartier. Si on en donne l'occasion, on te vole ton téléphone. Dois-je tenir ma caméra plus fermement? Tout est bien. D'accord. En général, nous sommes très amicaux envers les étrangers. Mon oncle était un policier. Il vivait dans le 4e arrondissement. Lorsque je lui rendais visite, il m'accompagnait partout. Il ne me laissait jamais me promener seul. Est-il vrai que le 4e arrondissement était autrefois une maison de mafia? Oui, toutes les bandes étaient basées ici. Car cet arrondissement a un vaste système de voies et un système complexe de ruelles. À quand remonte la présence de la mafia? Je crois que les années 1954-1955. Mais les bandes n'ont été éradiquées qu'en 1975. Elle dit qu'elle ne s'en souvient pas exactement. Mais il y a 30 ou 40 ans, il y avait beaucoup de gangsters ici. Ils vendaient des substances interdites, jouaient aux jeux de hasard, consommaient des substances interdites. Cependant, elle dit qu'ils ne posaient pas de vrais problèmes. Ils se promenaient simplement sous l'influence de ces substances. Mais les bandes des quartiers voisins étaient dangereuses. Elles demandaient de l'argent aux gens et cambriolaient les maisons. Tu as dit que tous les gangsters ont été attrapés en 2003, n'est-ce pas? Lorsqu'en 1975, à Saïgon, les communistes sont arrivés au pouvoir, il n'y avait pas assez de policiers dans la ville. C'est pourquoi le taux de criminalité était plutôt élevé. L'un des gars locaux a fait son chemin au pouvoir. De graves affrontements ont eu lieu entre les bandes. Au bout du compte, le chef d'une des bandes a été tiré dessus et ils ont été tous arrêtés. On a réussi à arrêter les autres membres de la bande. Le chef de la mafia a été exécuté et de nombreux membres au bas de l'échelle ont été envoyés dans des camps de rééducation. Parle-moi, s'il te plaît, des camps de rééducation. Dans les années 1980, les parents de mon ami ont été envoyés dans le camp de rééducation, car leurs convictions politiques étaient dissidentes. Là, on apprend le communisme. On essaie de changer tes mentalités. Je n'ai jamais été là-bas. Je ne sais pas à quel point ça peut être terrible. On y enseigne également des compétences pratiques, comme la cuisine, le travail du bois ou la coupe et la couture. Lorsqu'on revient du camp, on peut gagner sa vie et ne pas dépendre de l'État. Revenu du camp, on est obligé de rendre compte et de vivre selon la loi. C'est pourquoi on est en sécurité ici, maintenant. Regarde autour de toi, qui va semer le trouble? Ils sont trop préoccupés de la vente. De nombreux gangsters ont été emprisonnés là. Ils ont fait des tatouages. Cela explique notre attitude défavorable aux tatouages. Encore aujourd'hui, beaucoup de gens pensent que si on a des tatouages, on est un gangster. Ah, je ne suis pas un gangster, à propos. Allons déguster le barbecue. Juste ici, as-tu remarqué un mec avec un tatouage? Bon, nous sommes arrivés dans un café du marché. Un endroit confortable. Au moins un peu à l'écart des cyclomoteurs. Cet endroit est certainement bon. Car, l'avez-vous vu? Lorsque nous sommes arrivés, il y avait un mafieux, avec des tatouages d'un dragon. C'est une anguille, Une anguille? pas un dragon. Une anguille. Il était un playboy. Ce tatouage signifie qu'il est un playboy. Donc, c'est une façon délicate de dire qu'il n'a pas fait de très bonnes choses. Oui, Elle était belle lorsqu'elle était jeune. L'une des plus belles filles du 4e arrondissement. comme elle a vécu dans ce quartier toute sa vie, elle se souvient de tous ces gens d'ici quand ils étaient encore très jeunes. C'est de la nourriture végane pour le temple. Est-ce qu'on prépare ici les plats pour le temple? Probablement la pleine lune approche
Uh-huh. If it's not full moon, ou peut-être le premier jour du mois lunaire. then people En général, ce n'est que ces 2 jours-là que les gens essaient de bien se tenir. Ils ont peur de la malchance, c'est pourquoi ils se tiennent bien. Compte tenu du fait que le pays est communiste, je voudrais bien connaître la situation religieuse. Car je vois beaucoup d'hôtels et de temples. Et on voit que les gens font toujours quelques rituels. C'est-à-dire, la foi est intégrée dans la vie quotidienne. Donc, c'est très intéressant de comprendre comment tout cela est organisé. Le Vietnam est un pays communiste en théorie. Il doit être également athéiste. Quelle est la situation religieuse ici? Comme tu le comprends, ce sujet est compliqué à discuter. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il y a de la liberté de religion dans notre pays. Si on veut croire, on croit. Mais si on mène une carrière dans la fonction publique, on ne doit pas être croyant. Moi, j'ai un emploi ordinaire. Je peux croire à n'importe quoi. La plupart des locaux sont bouddhistes, comme moi et mes parents. Nous ne suivons même pas la philosophie bouddhique en permanence. Nous ne célébrons que certaines fêtes 2 fois par mois. Par exemple, au Laos et en Thaïlande, de vrais bouddhistes pratiquent des rituels chaque jour. Mais nous ne rendons hommage à Bouddha que 2 fois par mois ou 1 fois par an. Nous n'allons au temple que pour prier de la richesse. Je ne pense pas qu'il s'agit de la religion lorsqu'on vient pour prier de l'argent ou d'autres biens matériels. Yeah. Voici un hôtel. Il n'est pas associé à une religion spécifique. Selon les anciennes traditions vietnamiennes, nous vénérions nos ancêtres, la terre et le ciel. Ce sont 5 divinités qui symbolisent les 5 éléments. Feu, bois, métal, eau et vent. But most of Beaucoup de gens à qui j'ai parlé affirment que la plupart des Vietnamiens sont des bouddhistes. C'est faux. Faux? C'est un pays communiste, ce qui implique une restriction des religions. Eh bien, c'est la question. Peut-être que tes interlocuteurs ne comprennent pas la signification du mot bouddhisme, en raison des problèmes de traduction. Le bouddhisme est une religion. Être religieux signifie croire et pratiquer chaque jour, et pas aller au temple seulement 2 fois par mois. Mais je vois des hôtels dans chaque maison, et dans chaque restaurant, et dans d'autres endroits. On fait des hôtels en mémoire des ancêtres. Cela n'a rien à voir avec le bouddhisme? Non, le bouddhisme exige la pratique régulière. Des millions de personnes vont au temple, mais les dirigeants des temples ne sont pas des chefs religieux. Ils sont simplement nommés par l'État. De plus, lors des cérémonies au temple, il y a toujours des policiers qui surveillent les sermons. in the past. Autrefois, le pain qui restait à la fin de la journée se desséchait pendant la nuit et perdait son goût. On a donc commencé à réchauffer les restes de pain à la vapeur et c'est ainsi qu'est né ce plat. Okay. Сложно. On peut prendre tout avec une garniture. Vraiment. Chaque plat vietnamien est accompagné d'une sauce spéciale. On ne peut pas manger un plat avec de la sauce pour un autre plat. Chacun a sa propre paire. Beaucoup de saveurs différentes en même temps. Très inhabituel. Ça ressemble vraiment un peu au reste d'hier soir, comme si ce n'était pas frais. Mais en réalité, tout est très bon. Le pain est moelleux. La particularité consiste à ce que non seulement les saveurs sont très contrastées, mais les sensations physiques dans la bouche sont aussi opposées. Cela rend le plat particulièrement délicieux. Elle dit que ce quartier est le plus calme. La rue la plus calme du quartier. Здесь два полицейских. Il y a 2 postes de police et une église ici. И она говорит, Voici l'église. вот. L'église chrétienne. Она говорит, Elle dit « Personne ne veut vivre près de l'église церкви. ». Je lui demande « Pourquoi ?» Parce que nous cherchons partout des opportunités commerciales. Si on vit près du temple, on peut vendre les images de Bouddha, des figurines ou de la nourriture végane. Mais on ne sait pas quoi vendre près de l'église. Nous ne comprenons pas très bien les chrétiens. Donc, toutes les maisons voisines ne sont que des appartements ou des cafés. Si tu es un chrétien, qu'est-ce qu'on peut te vendre? Je ne sais pas. Somehow, church, like, Mais l'église chrétienne se porte plutôt bien. Je ne sais pas ce qu'ils vendent. Alors, ils gagnent eux-mêmes, pas quelqu'un sur leur dos.
Bonjour. Oh, merci beaucoup. Il se moque de moi parce que je dis come on. Come on, mais come on en vietnamien signifie merci. Très curieux. Une chose très intéressante, ce sont ces petites pommes appelées sori. Sori, sori. Elles ressemblent à des petites pommes et leur goût est à mi-chemin entre la pomme et la cerise. Incroyable. Juste à côté, il y a un barbershop. Et le fait le plus intéressant, c'est que non seulement il coupe les cheveux, mais également qu'il nettoie aussi les oreilles. Salut! Oh wow. Quelle grande maison! Regarde, c'est de la soupe sucrée et voici le dessert avec des haricots verts. Est-ce un dessert? Oui, avec des haricots verts et de la gelée. C'est un dessert, une simple soupe de dessert. Et voilà à quoi cela ressemble. Des laminaires et des petits pois. Une sorte de sirop, probablement du sucre avec de l'eau. C'est incroyable. La grand-mère serait sans doute ravie d'offrir ce dessert à son petit-fils. Car, si on ne prend pas en compte le sucre, c'est en fait un repas très sain. Cette maison est meilleure, car le bien-être des gens se base sur ce que leurs parents ont gagné dans le passé. Le lien entre les générations. Plus tu travailles, meilleure sera la vie de tes enfants. Il explique encore que les maisons ici sont à plusieurs étages. La superficie de cette maison est très petite, mais elle a 1, 2, 3, 5 étages. Et toute la maison appartient à une seule famille. Mais chaque étage est habité par une génération différente. La grand-mère et le grand-père vivent au premier étage. Voici la grand-mère et le grand-père. Leurs enfants vivent à l'étage supérieur. Les enfants de leurs enfants à l'étage suivant. Et encore plus haut, il y a d'autres descendants. La génération la plus âgée se rapproche du sol. Vous comprenez? Peu à peu. Comment ça se passe d'habitude? Les enfants, les parents, les grands-parents et les arrière-grands-parents vivent tous dans une même maison? Oui. Par exemple, ma famille compte 14 personnes. Elles vivent toutes dans la même maison. 14 personnes vivent dans ta maison? Oui. 4 familles. Lorsqu'on se marie, peut-on choisir? Rester avec ses parents ou déménager? Ou louer une chambre? Mais vivre avec sa famille permet d'économiser. Parfois, c'est juste une mesure nécessaire. Auparavant, nous vivions avec mes parents dans une pièce de 7 mètres carrés, comme celle que tu as vue. Quand j'étais petit, je passais la nuit dans la pièce. Mais dès que je me réveillais, je sortais tout de suite. Tu peux demander pourquoi nous buvons du café toute la journée. Parce que vous vous réveillez tôt? Pas tout à fait. C'est l'occasion de s'enfuir d'un petit appartement. On peut boire tranquillement du café dans plus d'intimité que chez soi. Eh bien, je comprends maintenant pourquoi on boit du café dans toute la journée. On peut rester assis jusqu'à 10 heures du soir, puis rentrer dormir. Je vois. Bonjour. Est-ce du tofu? Oui, c'est du tofu. Vous voyez, faute de place, tout se fait encore sur le sol. Ils sont assis là, sur le sol, préparant le repas. Un hôtel occupe une place honorable. Là sont les photos de tous les ancêtres, des grands-parents. C'est très beau. On a même un scooter en salle de séjour. En fait, 2 scooters juste dans la salle de séjour. On utilise l'espace comme on peut. J'aime que toute ma vie se passe justement dans la rue, car les maisons manquent d'espace. On fait tout dans la rue. On travaille, on communique. Aucune intimité. Mais on sent la vie. On peut regarder à l'intérieur sans être jugé. Ici, par exemple, c'est la cuisine. Au Vietnam, tout le monde connaît ses voisins et ce que chacun fait. Si un criminel apparaît, il est dénoncé à la police. Regardez. Non seulement les fenêtres sont ouvertes ou sans rideau, c'est qu'il n'y a aucun mur. Tout appartement est à la vue. Oui, c'est quelque chose que beaucoup ne comprennent pas. Mais ça donne vraiment la sensation que la vie continue, que les gens font toujours quelque chose, qu'il y a du monde autour.
on ne se sent pas seul. Oui, la vie continue. Là, on offre du jus et on fait la fête. Eh bien, quel endroit a-t-on découvert? Mais surtout, ne me demandez pas de chanter. Ça, c'est vraiment du bon temps à la maison. On s'amuse juste pour le plaisir. C'est super. Et franchement, ces gens sont magnifiques. Explique-moi s'il te plaît pourquoi la ville a deux noms, Saigon et Ho Chi Minh Ville. Saigon est un ancien nom. Il y a beaucoup de théories d'où viennent ce nom. D'après l'une des théories, ce nom est venu du cantonais, dans lequel Taïwan signifie un grand nombre d'arbres. Au fil du temps, le Taïwan s'est transformé en Saigon. En 1976, après la guerre, le gouvernement a changé le nom en Ho Chi Minh Ville. C'est le nom du leader du Parti communiste du Vietnam. Ses portraits sont partout, y compris sur la monnaie nationale. In our Vietnamese currency, right? So, Est-il considéré comme le leader de la nation? Oui, le premier leader du Vietnam. Tout le monde le connaît et se souvient de lui. Il est l'âme du Vietnam. Le Vietnam est un pays communiste, l'un des rares au monde, avec la Corée du Nord et le Myanmar. Je ne sais pas si on peut inclure le Venezuela d'aujourd'hui dans cette liste, mais Cuba et, bien sûr, la Chine. Mais le communisme ici, tout comme en Chine, n'est pas vraiment classique. Bon, il serait intéressant de découvrir comment tout cela fonctionne ici. Attends, tu dis que tu ne connais pas le nom du président du pays? Demande-lui. Tu penses qu'elle connaît? Elle dit qu'elle ne connaît pas. Le fait est que la paix règne dans notre pays. Nous ne sommes pas le pays le plus riche au monde, mais il est tranquille et paisible ici. Peu importe qui est le président, tant que le pays reste stable. Le leader du pays est le secrétaire général du parti, c'est ça? Tout le monde connaît son nom, n'est-ce pas? Tu vois, elle ne s'en souvient pas. L'a-t-elle oublié? Oui. Demandons à son frère, peut-être qu'il connaît. C'est ça? Oui. Le vieil homme s'en est finalement souvenu, mais après avoir beaucoup réfléchi. Il a longuement hésité. C'est très intéressant. À vrai dire, je suis bien étonné. Vraiment. Car, eh bien, je comprends. Le parti et tout ça, mais le fait que les gens ne connaissent pas le nom du leader. Évidemment, ils ont un seul leader qui reste toujours vivant, Ho Chi Minh. Tout le reste n'a pas vraiment d'importance. Le parti s'occupe de tout, comme elle dit. Est-ce fait avec du riz? Oui. De la banane verte pour éviter la diarrhée et l'intoxication. De la carambole pour équilibrer le gras et l'acidité. Du concombre pour plus de santé. Comme ça. C'est du bœuf. Un peu de nouilles. J'en ai mis trop. Et une sauce fermentée. J'aime beaucoup la cuisine vietnamienne. C'est qu'elle est souvent interactive. Il faut l'assembler avec des pièces différentes comme celle des Lego. Et en général, si on n'aime pas l'ingrédient, on peut juste l'ignorer. Premièrement, c'est intéressant, parce qu'on fait quelque chose et on est concentré sur le process. Cela captive et on ne veut pas se laisser distraire. Par exemple, par le smartphone. Deuxièmement, on obtient un plat complètement individuel. C'est bien curieux.
Parce que la première chose qui touche la langue, c'est la sauce. Он Et comme la sauce est fermentée, elle est étrange. очень Vous connaissez? Elle ressemble beaucoup à... Bon. Elle ressemble à des rots. À vrai dire, je ne vais pas choisir mes mots. Elle ressemble à des rots. C'est pourquoi tout ce qui est à l'intérieur, tous ces ingrédients frais et délicieux, ils sont moins perceptibles. En plus, cette sauce est assez épicée. Elle commence à pincer la langue. Puis le reste de la saveur disparaît pratiquement. Si on enlève la sauce comme un ingrédient, on obtient un plat bien familier et habituel pour beaucoup. Un peu comme un rouleau de printemps, pour vous donner une idée. Les Vietnamiens sont amicaux, très amicaux. Oui, moi aussi. Oui, tout le monde. Everyone. Voilà pourquoi je fais des tours dans la rue. Une vraie expérience de Saigon. Exactement. Small Saigon recurring. Yeah. Regardez-vous YouTube? YouTube. Qu'est-ce qu'elle regarde? Vietnamese Les réfugiés aux États-Unis parlent de la guerre du Vietnam. Nous sommes arrivés dans un autre arrondissement. Quel est cet arrondissement? Le 3e arrondissement. Bon, c'est un quartier tout à fait résidentiel. Il est très agréable. Les maisons sont petites, mais c'est tranquille. не шумят машины. Pas de bruit de voiture, on entend à peine les motos. Et on entend le chant des oiseaux. Tout est bien arrangé. Mais lorsqu'on sort de l'espace ouvert, on comprend que c'est le quartier d'immeubles de 5 étages. En 1968, pendant les fêtes du Nouvel An, un événement important a eu lieu ici. L'offensive du Tet. Une offensive majeure des forces communistes. C'était le jour de trêve des deux côtés. Mais pour une raison quelconque, la guerre s'est poursuivie. La bataille a eu lieu ici même, dans ce quartier. Tous les immeubles ont été endommagés. Plus tard, le gouvernement vietnamien a décidé de reconstruire 11 immeubles résidentiels et de les donner à ceux qui avaient perdu leur maison pendant la guerre. C'était fait d'une manière assez originale. Les autorités ont organisé le tirage au sort des appartements. On tire un billet et on lit. Par exemple, immeuble numéro 8, appartement 5 est à toi. Est-ce que Saigon a été complètement détruite pendant la guerre? Non, bien sûr que non. Quelques parties de la ville ont-elles resté intactes? Tu peux voir beaucoup d'appartements autour de toi, mais avant, c'était une seule maison. Les gens avaient besoin d'argent, alors ils ont divisé les maisons pour les vendre en plusieurs parties. Saigon n'était pas trop détruite pendant la guerre. C'est-à-dire, elle n'a pas été reconstruite après la guerre? Non, il n'y avait pas de grande destruction comme celle en Allemagne, par exemple. Il est fait de papier de riz. Les Vietnamiens sont incroyablement entreprenants. Voici un homme qui fait des crackers de riz. Il y a un vélo pour vendre ensuite ses crackers en ville. Tout est dans l'appartement, tout à sa propre place. Des vêtements sèchent directement au-dessus du poêle. Tout est bien pensé. Les Vietnamiens trouveront toujours un moyen de survivre. De survivre et de gagner. Qu'en penses-tu? Pourquoi avez-vous ce trait de caractère? Cela s'explique par notre passé, par la mémoire de la guerre. Nous ne vivons en paix que depuis une trentaine d'années. Maintenant, nous apprenons à survivre et à construire la vie. Apprenons à nous adapter à la réalité en évolution. L'appartement voisin, c'est la même chose. C'est à la fois l'appartement et l'atelier des robes traditionnelles pour les femmes. Il y a une machine à coudre. Ici même, on peut acheter tout ça. On peut garer un scooter. Ils parviennent à tout faire sur quelques mètres carrés. Est-ce que ce sont des costumes traditionnels pour les femmes? Comment est-ce qu'on les appelle? Ao Dai, ce qui se traduit en vietnamien comme une longue robe? Oui. Et elles sont toutes faites à la main. Il les coud ici même. Vous comprenez? Il les coud ici sur mesure avec cette vieille machine à coudre, Singer. Vous comprenez? C'est incroyable. Combien coûte une robe? 3 millions de dong. Ça fait environ 120 $. Le design et les cristaux sont inclus. Les prix varient, mais ça coûte au moins 50 $. C'est là qu'il se repose. Est-ce sa chambre à coucher? Sa chambre est au 2e étage. Peut-on voir? Quelqu'un dort là en ce moment.
À propos, il est déjà 1h de l'après-midi. Les Vietnamiens font généralement la sieste à cette heure-là. Ils se lèvent très tôt, à 5 ou 6 heures du matin. C'est pourquoi, vers 1h de l'après-midi, ils ont déjà travaillé et déjeuné, et peuvent faire la sieste de quelques heures. Ensuite, ils se lèvent et continuent de travailler pendant plusieurs heures jusqu'au soir. Quel est le salaire moyen en ville? 300 ou 400 $ par mois. Ce genre de salaire. Même pour des diplômés universitaires et le travail de bureau. Combien coûte un appartement dans une maison pareille ou plus neuve? Un petit appartement ordinaire. Un petit appartement, je crois que ça coûte environ 100 000 $. US dollar. But Mais les appartements les plus vieux coûtent de 65 à 80 000 $ pour des étages supérieurs et à partir de 120 000 pour les étages du bas. Beaucoup de gens dans le 3e arrondissement louent le logement et les propriétaires ne sont pas contre gagner plus. Ils divident les immeubles au nombre maximal d'appartements. 1, 2, 3, 4, 5. Plusieurs pièces séparées sur chaque étage. Ну слушай, они Eh bien, regardez, понаглее. les propriétaires des maisons de location ici sont encore plus effrontés qu'à New York. Apparemment. Ce qui pourrait être un appartement complet est divisé en plusieurs petites pièces et plusieurs personnes vivent dans chacune d'entre elles. Жизнь понятных человек. Да. Eh bien, les New-Yorkais se plaignent. Eh bien, silence, silence. Тише, тише. don't worry. It's just parking. Vous comprenez à quel point la situation est dangereuse, n'est-ce pas? On est bloqué dans une ruelle étroite, avec 2 grands chiens méchants. Les gars, regardez comme les maisons sont proches les unes des autres. Voici une maison et en voilà une autre. Et derrière elle, il y a une autre maison qu'on ne peut accéder que par cette fente. Ну вот Comme ça. я помещаю. J'ai pu entrer et des gens vivent ici. Comme vous pouvez le voir. Bonjour. On va rendre une visite. Заходим. Incroyable. Comment c'est possible? Comment? Comment? Peut-on faire ici quelque chose? Здесь можно делать. Aïe, aïe. Hey, hello. Bonjour. Salut. Avant, c'était une seule maison. Mais on a diagnostiqué un mal d'estomac pour son petit frère. C'est pourquoi il a divisé la maison et vendu la partie extérieure de la maison à une autre famille. Alors, ils ont dû se faire un passage plus étroit. Ils ont construit ce mur entre les 2 appartements et il ne leur reste que cette entrée. Tout à fait incroyable. Combien de personnes vivent ici? Là, nguyên gia đình mình có mấy người ở đây? 7 personnes. 7? Mon Dieu! Теперь. Maintenant, je dois trouver un moyen de sortir d'ici. C'est vraiment... Je ne peux pas faire demi-tour. Mes épaules ne me le permettraient pas. Je ne sais pas. Peut-être que certains Vietnamiens pourraient passer. C'est un cauchemar. Un vrai cauchemar. Просто ужас. А. Oui, cette entrée ne mène pas à leur appartement, mais à un autre. И сверху тоже. Et en haut également. En haut, pour une raison quelconque, il y a une porte sans escalier. Une construction absolument absurde. Понятная конструкция. Qu'est-ce que c'est? On vend le spray contre insectes et rats ici, le service de lutte Ah bon? antiparasitaire. Le spray antiparasitaire. J'étais perplexe avec le mot diète. Je pensais que tout était comestible. Non, c'est pour l'extermination. Mais en fait, les Vietnamiens mangent-ils des insectes? Non, Et les rats? Must be right. peut-être que les villageois les mangent. Alors ce ne sont pas des rats de ville, mais des rats élevés à la ferme. Une fois, j'ai vu des rats sur le menu d'un restaurant à Hanoï. Peut-être que certains les mangent, mais je suis une personne urbaine. Je ne mange pas ça. J'ai des plats beaucoup plus délicieux. Exactement. As-tu jamais dégusté des escargots? Nous allons les goûter. Nous disons des escargots et supposons les fruits de mer différents. Dans de bons restaurants, le service n'est pas le point important. On compose sa commande soi-même.
Так, ти такого? Il me semble que je n'ai jamais vu une telle variété de coquillages dans un endroit en même temps. Je suis curieux de savoir ce qu'elle va commander. Aujourd'hui, nous allons avoir des plats de coquillages au hasard. Ce plat est à déguster lors d'un premier rendez-vous au Vietnam. Pourquoi? Tu vas le comprendre toi-même dès que tu le goûtes. Ah bon? Ce sont des escargots dans la crème de coco, il faut les sucer de la coque. Ah, ok. Une sorte de test. Beaucoup de couples passent ce test. J'ai réussi du premier coup. C'était facile. Oula. C'est comme ça qu'on mange le banh mi. How we eat banh mi as adults. On prend un peu. Oh my god. Боже, Les gars, c'est de la soupe à la noix de coco. De la soupe de la noix de coco avec des épices. Она говорит, что C'est bien fait. это супчик. Потому что Elle dit que l'ingrédient le plus important de ce plat est la soupe. Car l'escargot lui-même n'a pas de goût particulier. On prend ça et trempe dans la sauce de poisson. Ce plat revigore. мне так нравится. J'aime sa manière de se profiter de tout ce que nous mangeons. Elle goûte un plat et montre qu'elle l'aime. Waouh, que c'est délicieux! C'est délicieux! C'est tellement agréable de manger avec elle. C'est super les amis. Je viens de faire une découverte culinaire d'une échelle universelle. Voici des nouilles. Des nouilles instantanées que je préparais dans une poêle. Mais c'est incroyablement délicieux. Это космос. Instant ramen, we have Au lieu de faire bouillir des nouilles instantanées, on les trempe dans l'eau bouillante, puis cuit dans la sauce. we take it out and then stir fry it. Окей. Короче, En bref, de la sauce de poisson et beaucoup d'ail. Et le résultat est une saveur incroyable. Intense et aromatique. вау. Я C'est comme ça que je vais les préparer maintenant. Très délicieux. C'est très délicieux. Pendant qu'on mange des escargots, on aime bavarder. Il y a tellement de choses à se dire. C'est vrai. Lorsqu'on mange un steak et les Vietnamiens mangent vite, il disparaît avant qu'on commence son histoire. На самом деле, En effet, nous ne sommes pas venus ici pour boire le jus de noix de coco. Nous lui rendons visite. Fais attention ici, потому car что ici, au bord de la rivière, il y a un autre type de bidonville inhabituel. Le long de la rivière, il y a des bateaux dans lesquels vivent les gens. и на этих C'est littéralement un bidonville flottant, fait de bateaux ancrés sur le rivage. лодочек пришвартован. Pourquoi ça? Nous allons le découvrir. Bon, montons sur le bateau. Лодочку. Enlève tes chaussures. Устройство. La construction de cette maison est très simple. Le pont supérieur et le pont inférieur. C'est là qu'ils rangent toutes leurs affaires. Et qu'ils dorment. Il y a une petite cuisine à la poupe. На корме. Là, comme il nous a dit, ils prennent une douche. On nous a demandé de ne pas y aller. Alors, je n'irai pas. Sa femme fait quelque chose là-bas. Il y a un frigo ici. Mais il ne fonctionne pas. Car il n'y a pas d'électricité stable. Il l'utilise comme une armoire. Voici le pont inférieur. Il ressemble à un entrepôt. Et là, à la poupe, ils dorment probablement. Le plus curieux, c'est que même dans une maison comme celle-ci, il y a un petit hôtel. Стоит Regardez, фотографиями. ils ont une étagère avec des photos. Ah non, il n'y a pas de photos de membres de la famille ici, mais une image d'une divinité et des encens.
Il vient de la région du delta du Mékong. Il vit ici dans le bateau depuis déjà 15 ans, parce qu'il ne peut pas se permettre d'acheter un logement. Le bateau, c'est sa maison. Si la police vient ici, il déplace simplement le bateau et il revient. Et donc, pendant 15 ans, des allers-retours? Oui. Oh, okay. And all... Et tout le monde qui vit dans les bateaux fait la même chose? Ils font tous comme ça, car ils ne peuvent pas gagner un logement. Beaucoup ont laissé leur famille, gagnent de l'argent et l'envoient à leurs proches. Sa fille étudie à l'université ici, et le reste de la famille vit chez les parents, qui sont loin dans leur ville natale. Et sa femme, qu'est-ce qu'elle fait? La même chose que lui. Ils ont un entrepôt là-bas. Ils vendent des bananes, des papayes et des noix de coco. Ils vendent des fruits. Pour toute la famille. Ils gagnent 200-250 $ par mois, maximum. Et beaucoup de ces gens vendent des fruits au bord de la route. Дороги. Много лавок стоит. Интересно. Il y a beaucoup d'étals comme ça. Il est également intéressant de noter que, comme les maisons ordinaires, les bateaux-maisons sont très différents les uns des autres. Ремонт сделан. Certains sont plus grands, d'autres plus petits. Все запущено. У кого-то Certains sont renouvelés, d'autres sont plutôt délabrés. цветы Certains ont beaucoup de meubles, растения висят. de fleurs, de décorations. C'est bien fascinant de voir comment ces bidonvilles flottants peuvent être organisés de manière si différente. Les gens s'adaptent à n'importe quelles conditions. Люди want Voudrait-il déménager dans une petite maison ordinaire? Ou préfère-t-il passer toute sa vie dans le bateau? on the boat. Like he Il voudrait revenir dans sa ville natale et se reposer au rythme rapide de la vie urbaine. Il risque toujours d'être arrêté par la police. Il doit se lever en pleine nuit et s'enfuir. Il vit avec une sensation permanente de danger. Et la seule raison pour une vie pareille, c'est le désir de gagner suffisamment d'argent pour payer les études de ses enfants. Une fois leurs études terminées et le boulot trouvé, ces gens pourront prendre leur retraite et vivre dans leur ville natale. But what kind of De quel genre de travail et d'avenir rêvent-ils pour ses enfants? Ils voudraient qu'ils choisissent leur propre avenir eux-mêmes. Sa fille a choisi la médecine. Elle veut devenir docteur. be a doctor. She's studying the PhD, C'est sa 5e année à l'université. and his sons Et son fils veut lier sa vie à l'enseignement et devenir professeur. become a teacher. Не знаю, что-то меня Cette histoire m'a beaucoup touché. размазывало. Ils vivent dans un bateau et vendent ces noix de coco pour payer les études de leurs enfants. Живут детям и живут на лодке. На самом деле, En fait, что комфортно. je ne sais pas ce qui est le plus confortable en termes de dimension et d'espace. Vivre à 4 dans un bateau pareil à 2 ponts, ou sur 6 ou 7 mètres carrés dans une petite pièce sans assez d'air. Ici, tout est bien ventilé. Il y a un toit, de l'électricité parfois, Électrique. de l'éclairage qui fonctionne grâce à des panneaux solaires. Mais il n'y a pas de canalisation normale. Et tout est en mouvement constant. Je viens de l'Australie. D'où viens-tu? Je viens de l'Australie. Bienvenue au Vietnam. Je suis né ici. Je vois. Veux-tu boire de la bière avec nous? Non merci, il faut qu'on parte. Eh bien, bonne chance. Говорит, Il dit qu'il est né ici et a émigré en Australie. Mais c'est sa maison. Il est arrivé hier pour rendre visite à sa famille. C'est comme ça qu'il se repose. J'adore cette culture de rue. Le Vietnam peut être divisé en 3 grandes parties. Le nord, le centre et le sud. Lors de la guerre du Vietnam, le sud était soutenu par l'Occident et le nord était soutenu par les communistes. Le centre était le plus durement touché, car c'était là que se sont déroulés la plupart des combats. Aujourd'hui, ces pays se diffèrent considérablement. Leur culture, leurs traditions et leurs langues sont différentes. Et même les positions politiques sont distinctes. Toute la politique est concentrée au nord, car c'est là que se trouve la capitale et tous les leaders du parti. Le Sud a une attitude plus défendue à cet égard, notamment parce qu'à l'origine, c'était une région capitaliste et non communiste. Ce gars a dit qu'il vient de l'Australie,
Dans le 4e arrondissement, tu peux rencontrer beaucoup de ceux qui ont émigré en Australie et aux États-Unis parce qu'après la guerre, en 1975, ceux qui étaient aux côtés américains sont partis. Et la plupart des habitants du 4e arrondissement travaillaient pour des Américains. Donc, il y a une division distincte? Les habitants du Sud ont émigré aux États-Unis et au Canada. En Australie. Et en Australie. Les habitants du Nord ont émigré vers les pays post-soviétiques. Oui, en Russie, en Allemagne de l'Est à l'époque. Depuis mon enfance, je me souviens des proches de mes voisins qui ont déménagé en Allemagne. Ils apportaient du chocolat et nous n'avions pas de chocolat alors. Le Vietnam n'a ouvert son économie qu'en 1993. Je ne veux pas paraître très âgée, mais je suis née au moment où le Vietnam a commencé à ouvrir son économie. Je vois de grands changements chaque année. Même lorsque je quitte le pays pour 1 ou 2 mois et je reviens, j'admire ces changements. Waouh, comment les choses ont évolué. Le pays évolue rapidement. Oui. Après la guerre, le gouvernement du Nord est venu au Sud et de nouvelles batailles se sont produites. Alors, beaucoup d'habitants de Saigon qui ne soutenaient pas le nouveau gouvernement se sont enfuis du pays. Ils ont embarqué sur des bateaux et ont navigué vers d'autres pays. Ainsi, ils sont devenus des réfugiés. Cependant, beaucoup d'habitants de Saigon sont restés. En plus, certains habitants du sud et du centre du Vietnam se sont installés ici. C'est ainsi que la nouvelle ère pour la ville et le pays a commencé. The new city. So you said Donc, tes parents étaient parmi les premiers communistes qui ont déménagé du nord au sud. Toute la famille, non seulement les parents. Toute la famille. Raconte-moi cette histoire. En 1975, ceux qui travaillaient pour les communistes et acceptaient de déménager à Saigon recevaient du parti un appartement gratuit. Notre famille était pauvre, nous n'avions pas de propriété. Alors, nous avons décidé de déménager au sud. Nous avons dû nous adapter à la nouvelle réalité. C'était bien compliqué, car nos cultures étaient si différentes. Les habitants du Nord consacrent toute leur vie aux revenus et économies, et ceux du Sud essaient de se profiter de la vie. Nous avons dû changer notre façon de penser. Aujourd'hui, je ne suis plus discriminée à cause de mon dialecte du Nord. On peut parler comme on veut. L'important est de respecter les autres. Mais avant, c'était autrement. Nous étions parmi les premiers migrants. Je me souviens que lorsque nous étions arrivés ici, nous sommes sortis dans la rue à 9 h du soir et tout était ouvert. C'était un choc. Nous avons un dicton bien populaire. Les habitants de Saigon ne dorment jamais, car l'argent ne dort pas. On ne dit pas ça des habitants du Nord, comme ça. Bon, nous mangeons un œuf de Cannes avec un embryon qui s'est déjà formé. Voici encore une différence inattendue entre les habitants du Nord et du Sud. Les habitants du Sud sont très sensibles. Ils ne peuvent même pas regarder ça, même s'ils peuvent le manger. Moi aussi, j'adore. Ce n'est pas la première fois que je goûte ce plat. Il est délicieux. À Saigon, il y a un métro. Il n'a été ouvert que cette année. Il existe une histoire plutôt amusante derrière. Le métro a été construit il y a longtemps, et il était déjà prêt. Mais il n'a pas été ouvert. Pourquoi ? Parce que dans la culture asiatique, ce n'est pas seulement une tradition, mais une façon de penser et d'agir. Quoi qu'il arrive, la personne la plus âgée ou la plus haut placée doit le faire en premier. Et seulement ensuite, le plus jeune peut le faire. Cela concerne tout. Du prélèvement de repas dans l'assiette jusqu'à, dans ce cas précis, l'ouverture du métro. Donc, ici, le métro était déjà prêt. Et à Hanoï, la capitale, il était toujours en train d'être construit. Et cela leur a pris beaucoup de temps, car tous les leaders du parti étaient à Hanoï. Il y avait beaucoup de corruption et les fonctionnaires corrompus changeaient constamment, ce qui les a empêchés de terminer d'ouvrir le métro. Et comme Hanoï est, disons, plus importante que Ho Chi Minh Ville, ils n'ont pas pu ouvrir le métro à Ho Chi Minh Ville, avant qu'ils ne puissent le faire à Hanoï. C'est pourquoi ils ont attendu. Et lorsqu'on a terminé et ouvert le métro de Hanoï, ils ont immédiatement ouvert celui de Saigon. Eh bien, c'est l'Asie moderne. C'était le quartier des bidonvilles. Un ensemble informel. Mais le temps est venu, l'argent a été trouvé. Tout a été détruit. Les habitants ont été expulsés. De nouveaux immeubles chers ont été construits. Cependant, on n'a pas réussi à expulser tout le monde.
Et autour du périmètre, des structures sont toujours suspendues au-dessus de l'eau. Évidemment, il n'y a plus de place sur le terrain pour ces maisons. Tout a été démoli. Mais ce qui est au-dessus de l'eau est toujours là, suspendu. Et les gens très pauvres continuent de vivre là-bas. C'est vraiment stupéfiant. C'est aussi le 4e arrondissement, sa frontière. Comme je l'ai déjà dit auparavant, le 4e arrondissement était une zone criminelle, également habitée par des migrants. Le gouvernement s'est occupé d'eux. On menait des conversations. On leur expliquait qu'il ne fallait pas vivre comme ça. Les gens étaient agacés par ces conversations, car ils n'avaient pas d'argent pour acheter un appartement ou pour construire une maison. Ils ne sont pas partis. Ils sont battus pour leur maison et ils n'ont pas cédé leurs terres pour de nouvelles constructions. Finalement, bien que les structures ne soient pas légales, le gouvernement les a laissés tranquilles et les a simplement rappelé que les maisons étaient dangereuses. Des logements pareils s'effondrent souvent. Il y a eu des cas mortels. Même si tu es un bon nageur, cela ne t'aidera pas lorsqu'un toit te tombera dessus. But how? Comment se fait-il que ce grand ensemble d'immeubles ait été construit au milieu de bidonvilles? Like I say, for the Les appartements de ces immeubles sont pour des gens riches. On planifie de construire encore plusieurs immeubles. C'est un sujet compliqué. Il concerne la corruption. Je crois que les gens ne quittent pas cet endroit parce qu'ils ne sont pas d'accord avec la somme que l'État leur offre pour leur logement. property in the Les prix des logements dans les documents publics sont sous-estimés par rapport au prix du marché. yeah, the lady's there. Oh, she's. Elle est là. Oh. So this is basically. Est-ce qu'elle vit ici? Oui. Oh my god. Vous auriez dû voir à quelle vitesse elle a sauté par-dessus cette clôture. Bonjour. Last L'année passée, elle est tombée du pont. Et cela fait un mois. Le docteur lui a recommandé de marcher plus pour se rétablir plus vite. Rester assise est mauvais pour la santé. working is not good. C'est vrai. It's like La maison sur la rivière appartenait à sa grand-mère, because her parents from qui est arrivée pour travailler de la région du delta du Mekong. they also spend in saving the Ils avaient réussi à économiser pour une petite maison. Mais lorsque les fonctionnaires sont venus pour expulser tout le monde, ils ont dû signer un accord et ils ont dû remettre leur maison à l'État. because in here Même si tu as une propriété, elle est sous le contrôle de l'État. Quelle somme ont-ils reçu de l'État pour leur maison? Ses frères ont pris tout l'argent. Elle ne sait pas exactement la somme. Les histoires pareilles ne sont pas rares ici. Une famille de 4 enfants. L'État a payé les subventions pour tous les 4. Mais 3 d'entre eux se sont enfuis avec l'argent et ont laissé les membres de familles âgées dans la rue. Maintenant, elle passe les nuits sous les ponts. the bridge here and now she's sleeping under the bridge. What she done? Qu'est-ce qu'elle fait pendant la journée? Elle erre dans les rues et collecte tout ce qui peut être utile. De vieux vêtements, chaussures, bouteilles en plastique, canettes et papier. Elle gagne environ 20 000 dong par jour. C'est environ $1. Les gens bienveillants lui donnent souvent de la nourriture. C'est un soutien précieux. Жилье у человека. Voici le logement de cette personne. Лежанка. Elle a un endroit pour dormir. Il y a de la vaisselle, un hamac. Гамак висит. Боже. Oh Dieu, c'est incroyable. Même ici, elle a un hôtel. Même dans cet endroit, sous le pont, je n'ose même pas appeler ça une maison. Mais elle a organisé son logement et a fait un hôtel. Voici à quel point la tradition est forte. Je lui parle souvent. Parfois, j'apporte de la nourriture, du riz. Je donne un peu d'argent. Elle sourit toujours. Les touristes s'étonnent. Pourquoi êtes-vous si positive, même si vous vivez dans la pauvreté? Et elle répond, je n'ai pas le choix. Même quand on pleure ou qu'on se fâche, lorsque ça va mal, il faut être optimiste et avancer. Et franchement, elle m'inspire. Right. Beaucoup rêvent de devenir riches, de gagner à la loterie. Il vaut mieux arriver ici à 5 heures du soir, car les résultats de la loterie sont rendus publics chaque jour à 4h30. Une foule énorme se rassemble. Des retards de circulation sévères ont lieu. Tout le monde veut savoir qui deviendra riche ce jour. Nous avons un dicton populaire.
On verra qui d'entre nous est plus riche après 4h30. C'est à ce moment-là que les résultats de la loterie sont annoncés. Comment est-ce que les locaux passent leur temps libre? Si tu as un soir de libre, qu'est-ce que tu fais? Où vas-tu? Nous restons assis près de chez nous et bavardons. Nous le faisons tout le temps. Dans la culture occidentale, je crois, on n'a pas d'habitude de juger les autres, mais ici, en Asie, nous jugeons et commentons tout le monde. Surtout les jeunes gens et les voisins. On peut souvent voir des familles entières assises à bavarder près de chez elles. Nous adorons manger. Commérer et manger, ce sont deux de nos passe-temps préférés. Mais nous ne prenons pas de poids, car nous nous promenons beaucoup et faisons du sport. Nous craignons de prendre du poids et malgré cela, nous mangeons beaucoup. Les chaises deviennent de plus en plus petites. Bon, faisons une dégustation à l'aveugle. Tu es un gourmand et dois être très bon en cuisine. Je ne te dirai pas ce que tu manges et toi, tu essayeras de deviner. 1, 2, 3, 4. C'est le dernier. Je suis choqué parce qu'une de ces gelées, celle-ci, la noire, absolument noire, a un goût amer. J'ai cru que c'était du réglisse. Elle m'a souri et me dit « Non mon ami, c'est de la médecine traditionnelle chinoise. » Je lui dis « Quoi ?» Elle me dit « C'est fait de tortue. Si on cuit la tortue pendant longtemps, on obtient une substance de laquelle cette gelée est composée. C'est très populaire et médicinal, car elle augmente le niveau de testostérone. Les hommes en Asie mangent ce bouillon de tortue pour une bonne érection. Et les femmes le mangent pour se débarrasser de l'acné. Voici l'histoire qu'on m'a racontée. Waouh! De la gelée de tortue! Un jour, je l'ai proposé à mon petit ami. Il est américain. Il a presque pleuré lorsqu'il a appris que cette gelée était faite de tortue. Pourquoi tout ce drame? Nous, les Vietnamiens, sommes des gens forts. Ce n'est qu'un animal qui est comestible. Si on pleure chaque animal tué, on ne se réjouira jamais. Beaucoup de gens sont morts pendant la guerre du Vietnam et maintenant nous partageons la table avec un Américain. Quel est le problème alors? Les Vietnamiens sont un peuple plein de joie de vivre car tout ce qui nous inquiète, c'est la nourriture, la bonne nourriture. Nous ne nous intéressons pas à la politique, vraiment. Nous sommes satisfaits de notre vie si nous avons bien mangé. Nous ne tombons pas dans la tristesse si la situation politique n'est pas au beau fixe, ça ne nous dérange pas. Si j'ai bien dîné et mangé un délicieux dessert aujourd'hui, la vie est belle. Eh bien, les amis, voilà à quoi ressemble la vie des Vietnamiens ordinaires à Ho Chi Minh Ville. Discutons dans les commentaires de ce que vous en pensez. Je crois qu'il y avait beaucoup de choses intéressantes et extraordinaires à discuter. Et n'oubliez pas d'appuyer sur j'aime, sur la cloche, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des nouvelles vidéos. C'était Léo Paszkowski et Monde Fou au Vietnam. Et maintenant, je rentre chez moi.